Bonjour à tous. Merci à chacun et chacune d'être présents ce matin pour ce premier webinaire de la session organisée par le réseau francophone des Villes Amies des Aînés et Leroy Merlin Sources sur le thème de l'habitat et du vieillissement. Alors, vous êtes presque 90 à vous être inscrits pour cette première session. Donc, on est très, très heureux de vous accueillir et on espère que cette premier épisode saura répondre à une partie de vos questions et vous donner envie de participer à la suite des webinaires. Donc, ces webinaires, en fait, ont été proposés pour accompagner le lancement du fascicule qui s'appelle Des habitats pour des vieillissements accompagnés des parcours résidentiels dans l'avancée en âge. Donc, c'est un ouvrage qui a été coordonné par le réseau francophone des Villes Amies des Aînés et Leroy Merlin Sources. L'idée vraiment des essentiels amis des aînés, je le redis simplement pour ceux qui ne sont pas familiers de la collection, c'est finalement de reprendre des points de vue de chercheurs, de collectivités territoriales, d'associations, d'organismes qui sont des experts sur le sujet traité. Donc, l'idée n'est absolument pas d'être exhaustif, on ne peut jamais l'être et sur un domaine tel que celui de l'habitat, on en discutait juste avant avec les intervenants, c'est d'autant plus compliqué parce que beaucoup de choses existent et beaucoup d'expériences innovantes arrivent sur ces sujets-là en ce moment. C'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, en tout cas, nous, notre idée, ça a été de vous donner le plus possible des bases de compréhension, d'analyse, des idées pour savoir ce qui existe dans les territoires sur ces sujets-là et finalement de rendre accessible facilement, rapidement des données importantes sur chacun de ces sujets. Donc, l'enjeu de ce premier webinaire, ça va être de vous donner les clés de compréhension. Nos deux intervenants que je remercie d'être présents, Jim Hogg et Rémi Gallou, vont particulièrement aborder cette question du parcours résidentiel dans l'avancée en âge. Ils ont tous les deux écrit un article dans le premier chapitre de l'essentiel, Mon nom sur la boîte aux lettres. On a souhaité l'intituler comme ça aussi parce que cet essentiel ami des aînés, on a voulu vraiment qu'il se positionne du point de vue de l'habitant dans l'idée d'un parcours résidentiel. Et ce premier chapitre, Mon nom sur la boîte aux lettres, il avait du sens pour nous dans la façon dont on l'a conçu. Parce que l'idée, c'était vraiment de partir de ce que vivent les aînés dans les territoires pour essayer de comprendre sur quelle base se font leurs choix et finalement leurs besoins, leurs envies, leurs préoccupations dans l'avancée en âge, aussi parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collectivités territoriales qui sont présentes et qui sont procurées l'ouvrage et qui se questionnent aussi sur les politiques publiques locales qui peuvent être mises en œuvre. Donc nous, notre idée à travers cet essentiel et ce webinaire, c'est de pouvoir vous outiller pour vous donner des idées et vous aider à décider de ce qui peut être mis en œuvre dans la diversité de vos territoires. Donc, n'hésitez pas, hein, Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, donc j'en profite d'ailleurs pour remercier grandement Idealco qui nous accueille sur sa plateforme pour ce webinaire et qui nous offre le support technique nécessaire pour sa bonne réalisation. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions en fait dans l'onglet questions et réponses. Nous, on les réceptionne et puis on les traitera plutôt en fin de session. On va proposer à nos deux intervenants de faire leur présentation d'une traite entre guillemets. Et puis à la fin, vous pourrez bien sûr faire remonter toutes les questions qui vous plaira. Si vous les posez au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. On fera le travail pour leur poser à la fin. Un mot également pour terminer, juste pour que vous ayez une vision globale de la façon dont s'inscrit ce webinaire, pour vous dire que la prochaine session portera sur l'adaptation de l'habitat, la troisième sur les modes d'habitat alternatifs et la quatrième sur l'EHPAD. Je vous le dis dès maintenant parce que je pense que c'est important pour orienter aussi les questions qui seront posées aux intervenants et bien comprendre le périmètre de leur intervention d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Claire pour dire un mot d'accueil et présenter Leroy Merlin Sources avec qui on a eu vraiment un très très grand plaisir, je le redis, hein, mais à la fois à coordonner cet essentiel et aussi à préparer ce webinaire. Leroy Merlin Sources pour nous qui est vraiment un acteur essentiel sur ces sujets-là avec une expertise pointue
en plus du plaisir qu'on a à travailler avec Claire et Pascal, on a mis longtemps au réseau à aborder ce thème de l'habitat, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais c'était vraiment essentiel pour nous de le faire avec des experts de ce sujet et ça a été vraiment le cas. Donc, Claire, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, ça peut vous paraître un peu surprenant de voir Leroy Merlin présent sur cette thématique et sur ce webinaire. Et donc, je vais vous préciser pourquoi, en fait, nous avons souhaité être partenaire du réseau francophone Ville-Amie des aînés et notamment à travers Leroy Merlin Source, qui est en fait le réseau de recherche de Leroy Merlin sur l'habitat qui a été créé en 2005. Ce réseau, il rassemble près de 60 chercheurs académiques ou indépendants, professionnels de l'habitat, qui partagent les thématiques, les approches de leurs disciplines et métiers et qui élaborent des chantiers de recherche avec nous. Et donc, depuis 2011, nous avons un peu plus de 60 recherches qui ont été conduites avec pour objectif d'appréhender et comprendre les évolutions et les modes de vie, les attentes et les besoins des habitants, ainsi que leur stratégie personnelle d'adaptation au regard des grandes évolutions qui nous traversent, c'est-à-dire les évolutions démographiques, énergétiques, numériques et qui impactent véritablement le logement. Les savoirs qui sont créés au sein de Leroy Merlin Source, ils sont tous disponibles en open source sur le site leroymerlinsource.fr et on les a rassemblés, en tout cas pour les recherches qui ont été menées entre 2017 et 2020, dans un ouvrage qui vient d'être publié qui s'intitule Métamorphose du chez-soi et qui est vraiment disponible sur simple demande sur notre adresse mail contact. La thématique que nous avons appelée au sein de notre réseau Habitat et Autonomie et donc les rapports entre les habitants et leur logement et son adaptation pour permettre une autonomie tout au long de la vie est celle que nous avons le plus investiguée depuis la création du réseau. Notre recherche emblématique s'appelle J'y suis, j'y reste. Elle a été réalisée en partenariat avec AG2R La Mondiale et conduite par Marie Delsalle. Cette recherche, en 3 volets vidéo de 52 minutes chacun, donne la parole aux personnes âgées. Dans le premier volet, on entend les paroles seules des personnes âgées sur leur motivation à rester chez elles le plus longtemps possible. Dans le deuxième volet, on a voulu intégrer en complément les paroles des aidants familiaux et professionnels. Et enfin, sur le volet numéro 3, on s'est plutôt focalisé sur la problématique des travaux d'adaptation des logements. Qu'est-ce que ça veut dire faire des travaux pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi? D'autres recherches que nous avons menées aussi sur le sujet, c'est en lien avec Mélissa Asli-Petit, l'une qui était sur l'aménagement du logement des jeunes retraités, donc qui est vraiment encore une fois disponible sur le site, et une autre qui est en cours de publication sur l'utilisation des objets connectés par ces jeunes retraités. Donc, en fait, il y a un certain nombre de contenus de recherche et d'expérimentation qui ont été menés par Leroy Merlin Source depuis son origine et qui sont détaillés et rendus compte dans le numéro 9 des essentiels du réseau francophone Ville-Amie des aînés. Merci Claire. Alors, juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas le réseau, hein, pour vous dire qu'effectivement, nous, on est une association loi 1901 affiliée au réseau mondial de l'Organisation mondiale de la santé. On a aujourd'hui 165 collectivités en France et quelques-unes en Belgique, en Suisse, en Andorre, qui nous ont rejoints. Donc, ça représente aujourd'hui un peu plus de 15 millions d'habitants en France qui vivent dans une ville amie des aînés. Et en fait, on est vraiment dans cette idée de proposer une fédération de collectivités qui s'engagent sur ces sujets d'adaptation des territoires au vieillissement. Floria, si tu peux juste passer la slide avec les thématiques, simplement un mot pour vous dire que Ville-Amie des aînés, à l'origine, l'enjeu essentiel, j'ai envie de dire, les particularités de cette dynamique Ville-Amie des aînés, c'est d'une part l'implication des habitants dans la construction des politiques publiques pour s'assurer que ce qu'on conçoit finalement est bien en phase avec les souhaits, les préconisations, les envies, les besoins des aînés. Et puis, merci Floria, le deuxième axe essentiel, c'est vraiment le fait de s'extraire d'une vision exclusivement médico-sociale du vieillissement, avec ce biais qu'on rencontre souvent, qui est celui d'une part de confondre le vieillissement et la perte d'autonomie, en imaginant que vieillir, c'est automatiquement baisser en capacité. Et puis, d'autre part, sortir de cette idée que le vieillissement, finalement, ne nécessite qu'une prise en compte à travers les dispositifs médico-sociaux,
pour le dire rapidement, et avoir une vision plus large et plus ample de la vie quotidienne des aînés, en se demandant finalement sur quelle politique publique on pouvait agir pour changer la vie des retraités et être plus adapté à leurs particularités dans l'avancée en âge. Donc, sur la roue que vous avez là, vous avez nos 8 thématiques de travail, 3 dans l'environnement bâti et 5 dans l'environnement social. Vous remarquez que l'habitat y est en bonne place. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une thématique qu'on a abordée au réseau, hein, mais pour laquelle on n'a jamais fait de focus, simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui sont sur ce sujet. Et nous, au réseau, on n'a pas vocation finalement à avoir une expertise particulière sur chacun des sujets, mais plutôt à donner une synergie des acteurs sur chacune des thématiques. Et sur cette question de l'habitat, il y a une telle multitude de travaux que finalement, ça a été assez compliqué pour nous. Et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec Leroy Merlin Sources pour aussi avoir cet éclairage très particulier sur la question de l'habitat. Aussi, ce qui est particulier sur la thématique de l'habitat, je pense que c'est important de l'avoir en tête en début de webinaire, c'est, il me semble, par rapport aux autres thématiques, que c'est peut-être celle qui fait le plus écho à la question de l'intimité finalement des habitants. Pour comprendre les particularités de chacun des modes d'habitat, une des meilleures façons de sentir les choses, quelquefois, c'est de visiter. C'est pour ça que nous, en fait, jusqu'à aujourd'hui, au réseau francophone, la façon qu'on a eu d'aborder cette thématique de l'habitat et du vieillissement, ça a été à travers des voyages d'études, pour proposer finalement à des élus, à des professionnels, à des retraités de venir visiter tous ensemble différents dispositifs, différents modes d'habitat pour pouvoir ressentir en fait, parce que quelquefois dans l'habitat, et je crois que Fanny Cérez le dira très bien dans le dernier webinaire sur ce sujet, ce sont des petits détails qui vont avoir énormément de poids sur la façon dont on habite son logement. Elle parle souvent d'ailleurs de l'emplacement de la boîte aux lettres quand on est dans du logement collectif, qui va finalement dire beaucoup de choses sur le logement. Donc voilà, donc je redis que c'est une particularité de cette thématique. Et j'insiste aussi sur 2 éléments qui sont au cœur de l'action du réseau francophone des villes amies des aînés sur chacune des thématiques et qui font là aussi bien écho à cette thématique de l'habitat. C'est le plaisir des habitants. Quand on parle des retraités, des aînés, des personnes âgées, on parle de leurs besoins. Rappelons aussi qu'il y a le plaisir à vivre dans l'avancée en âge, et sur la question d'habitat, ce plaisir doit aussi être largement pris en compte pour pouvoir comprendre à la fois les comportements et les choix des uns et des autres. Le deuxième élément fondamental, c'est la gamme d'offres qu'on va proposer pour répondre à l'hétérogénéité en fait, des générations âgées. Et là aussi, je crois que nos 2 intervenants vont en parler, mais c'est vraiment un point essentiel pour comprendre la suite, que de bien prendre en compte la diversité des aînés, de leur mode de vie, de leur parcours de vie, de leur état de santé et de leurs besoins et de leurs envies. Donc voilà pour les éléments importants qui me semblaient à aborder en début de webinaire. Je remercie une fois encore Jim Hogg et Rémi Galou d'avoir accepté d'intervenir sur cette première session. Donc Jim Hogg, qui est l'ancien responsable de l'unité de recherche sur le vieillissement à la direction des statistiques, de la prospective et de la recherche de la CNAV, et donc qui a rédigé un article dans l'essentiel qui s'appelle « Le parcours résidentiel des plus de 55 ans ». Et puis Rémi Galou, lui est chercheur à l'unité des recherches sur le vieillissement de la CNAV, et il a rédigé pour le numéro 9 un article avec Catherine Bonvalet sur la mobilité résidentielle au cours de la retraite, rupture et continuité. Donc je vais laisser la parole à Claire pour faire cette première partie d'intervention avec Rémi Galou. Merci à vous. Merci Angélique. Donc du coup, pour commencer cette session pour mieux comprendre les parcours résidentiels dans l'avancée en âge, je vous propose de commencer cette session avec une question commune à tous les deux, à Jim et Rémi.
qui est celle des rapports qui existent entre les individus et leur logement dans le temps long du vieillissement. Autrement dit, est-ce qu'il y a des données générales concernant les mobilités résidentielles à la retraite? Est-ce que les Français changent de logement quand ils passent à la retraite ou quand ils sont à la retraite? Pourquoi? Et comment se pense le parcours résidentiel entre réaménagement et déménagement? Jim, je vous laisse intervenir. Le micro, oui. Le micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais juste remercier le réseau francophone des villes amies des aînés et puis le Roi Merlin de nous avoir associés à cette initiative, cette première webinaire. Comme disait Angélique au début, récemment, j'ai travaillé, je suis à la retraite maintenant, mais à l'unité de recherche sur le vieillissement, où on a depuis plus de 20 ans travaillé sur des questions d'habitat et logement. Et puis à la fin de ce webinaire, on va vous donner les liens où vous pouvez télécharger des documents. Il y a des articles sur le parcours résidentiel, la mobilité résidentielle, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, du coup, je voudrais commencer par parler du tout début de la retraite et le profil de la deuxième génération maintenant des baby boomers qui passent à la retraite, qui sont nés entre 1953 et 1962. Les premiers baby boomers sont aujourd'hui âgés de plus de 70 ans. Donc, c'est important de comprendre un peu le profil sociodémographique de ces personnes qui aujourd'hui passent à la retraite si on va bien comprendre cette question de mobilité résidentielle. Donc, j'ai listé plusieurs points ici que vous voyez sur le PowerPoint. Alors, déjà avec l'allongement de la vie et l'espérance de vie, plus de la moitié des personnes de 60 ans, entre 60 ans et 65 ans, a au moins un parent en vie ou un beau-parent en vie. Donc, ça, c'est important. On verra ça par la suite par rapport à la planification d'un déménagement. Et c'est souvent un parent qui a une certaine fragilité, sachant qu'avec l'espérance de vie, il n'y a pas forcément l'espérance de vie en bonne santé qui l'accompagne. Donc, la fragilité des parents, c'est important. On voit aussi qu'il y a un retardement de l'entrée dans la vie adulte des enfants, peut-être même aujourd'hui aggravé un peu par la crise sanitaire. Donc, les enfants souvent à charge, que ce soit dans le logement des nouveaux retraités ou pas. Ce phénomène de boomerang où les enfants quittent la maison parentale et puis reviennent parce que ils ont quelques difficultés à s'installer dans la vie adulte. Il y a aussi, qui est typique de cette génération de baby boomers, des familles recomposées. Ça veut dire aussi qu'il y a parfois des enfants de bas âge. Il y a aussi la caractéristique de ces baby boomers qui, notamment les femmes qui ont largement participé dans le marché du travail. Donc, on a des taux de participation dans le marché du travail pratiquement égal des hommes et des femmes. Donc, quand on passe à la retraite, c'est en couple, c'est des décisions qui doivent être prises en couple. Et ce n'est pas forcément au même temps que la femme et l'homme passent à la retraite. On a aussi une grande désir à la fois d'autonomie et indépendance. Cette génération de baby boomers ne souhaite pas dépendre de leurs propres enfants.
quand ils vieillissent. Ils ont des projets de loisirs et aussi, on verra aussi par la suite, une envie de participation sociale que peut-être les générations des aînés avaient un peu moins. Et puis, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité de bien vieillir. C'est-à-dire que cette génération-là sont plus conscientes que leurs aînés sur ce temps long qu'ils vont passer à la retraite et donc le besoin de rester en bonne santé et surtout, et évidemment c'est le sujet d'aujourd'hui, d'habiter dans un logement adapté et un habitat approprié. Donc, le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, qu'est-ce qu'on sait actuellement de la mobilité résidentielle après 55 ans? Donc les données les plus récentes sont les données de l'INSEE, de l'enquête logement 2013. Alors, ça commence à dater un peu et on aura à la fin de cette année les nouvelles données de cette enquête logement de 2020. Et donc ça sera intéressant de voir s'il y a un changement des chiffres. Mais vous voyez que sur cette graphique, il y a à la fois la courbe bleue qui montre le désir de mobilité, c'est-à-dire ceux qui souhaitent déménager sans forcément pour avoir des projets concrets, mais ils voudraient ne pas rester dans leur logement, ils souhaitent déménager. Et la courbe rouge pour la mobilité réalisée. Donc, vous voyez que dans tous les cas, c'est pratiquement moins d'une personne sur 5. La mobilité réalisée, c'est moins que le désir. Et puis, dans tous les cas, ça décroître avec l'âge. Donc, ce qui montre ce que je suis quasiment sûr que vous le savez tous, le besoin de veiller chez soi, c'est toujours très fort. La mobilité résidentielle, il est envisagé par à peu près une personne sur 5 au moment de la retraite. Et puis après, et je n'ai pas montré les chiffres après 75 ans, mais ça diminue encore jusqu'aux âges élevés, très élevés, le grand âge, vers 90 ans, où ça commence encore à augmenter pour l'entrée dans les établissements médicalisés. Donc, voilà un peu pour les chiffres, le contexte. Peut-être je passerai je sais pas Claire, je passerai la parole à Rémi pour compléter ce que je viens de dire. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai branché mon micro. Ben, je m'associe à Jim pour remercier les organisateurs également et de s'intéresser à ces travaux qu'on mène depuis un petit moment déjà. Donc, oui, en fait, Jim a bien introduit, je trouve, ce webinaire avec des chiffres essentiels. Moi, je peux un peu compléter en disant que c'est pourquoi on s'intéresse à la mobilité résidentielle, l'étude des comportements résidentiels et des déménagements. Quelque part, c'est un bon analyseur des transformations en cours, des transformations sociales. Donc, Jim a parlé de ces générations qui arrivent à la retraite, de baby boomers qui sont spécifiques, qui ont un peu bouleversé à chaque étape de leur cycle de vie. Ils ont bouleversé la situation, que ce soit la situation socio-professionnelle, les rapports de genre. Et aujourd'hui, donc en termes de vieillissement, ce qu'on savait un petit peu sur la retraite. Donc, c'est des générations qui sont intéressantes à suivre et à regarder. Et en matière de mobilité résidentielle, il y a aussi beaucoup de choses à regarder, intéressantes à regarder dans ces évolutions. Et donc, mieux connaître la mobilité résidentielle, le pourquoi du déménagement, ça permet de comprendre comment les individus s'adaptent aux différents changements qui sont en œuvre, en cours, à la fois au cœur de la société, mais aussi dans ce que vivent les gens dans le quotidien des gens.
donc la vie familiale. Il y a des changements au sein des familles, des transformations familiales. Il y a des changements dans l'environnement social et économique. Et chaque génération a un petit peu ce bagage à porter tout au long de sa vie, et on le retrouve au moment de la retraite et au moment des changements résidentiels. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, déménager, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Hein. Déménager, c'est à la fois une histoire de contexte, ce qui est possible, le choix des possibles, donc les politiques de logement, les politiques de l'habitat. Ce n'est pas la même chose de déménager dans les années 50 dans une France en reconstruction que déménager aujourd'hui. Donc, il y a tout ce qui est mobilité aussi, les possibilités de quitter la grande ville. On voit bien le développement du périurbain à partir des années 70 jusqu'à récemment, ce qui pose aujourd'hui d'autres questions en termes de mobilité, parce que qu'est-ce que c'est que vieillir dans ces endroits, dans ce périurbain là. Donc ça, c'est une histoire de contexte, mais il y a aussi les motivations, ce qu'on appelle souvent le choix. Hein, quel est le choix des individus, qu'est-ce qu'ils font comme choix, mais choisir, c'est à chacun son univers. Choisir un logement, ça renvoie aux représentations. Hein. Pour certains, chacun a son idéal du logement, son idéal. Donc pour certains, c'est la campagne, pour d'autres, c'est le périurbain, comme je viens de l'expliquer, d'autres, c'est le centre-ville. Pour certains, avant tout, il s'agit d'acquérir son logement, d'être propriétaire. Pour d'autres, c'est d'avoir une maison individuelle. Parfois, on combine les deux. Et puis, d'autres ont moins de choix parce que leurs ressources sociales, économiques font que leur univers de choix est plus rétréci. Mais même quand on a moins le choix, voire parfois on dit « je n'ai pas le choix », eh ben, les études, hein, les entretiens, les études sociologiques montrent qu'on conserve toujours une petite part de choix et que même quand ce choix est réduit, il y a quand même des mécanismes qui renvoient à des stratégies, qui renvoient à des représentations sociales. Et donc ça, c'est intéressant à regarder. Et on peut l'approcher avec des analyses quantitatives sur les récits de vie. Les personnes se racontent, ils racontent leur parcours résidentiel, comment ils ont fait pour passer d'un logement à l'autre, ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils suivaient comme but. Et c'est ce qu'on appelle les logiques individuelles. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait. C'est pour vous tracer un petit peu notre aventure de recherche sur cette thématique-là depuis, comme disait Jim, une vingtaine d'années. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que ça met en relation avec les changements importants dont Jim a parlé aussi en introduction, c'est-à-dire qu'on vient quand même d'une période, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, la retraite, c'était une période de courte durée. Une période d'assez courte durée. Et c'est vrai qu'au moment de la retraite, les ménages se réduisaient aux activités familiales, domestiques, alors qu'aujourd'hui, l'allongement de l'espérance de vie a libéré une nouvelle période de temps, une nouvelle étape du cycle de vie. Donc, on a gagné près de 15 ans en couple. Hein, le couple a gagné 15 ans, ce qui veut dire qu'il y a de nouveaux projets qui sont possibles. Hein. Ce gain d'espérance de vie a été rendu possible par les progrès, bien sûr, de la médecine, mais aussi l'augmentation du niveau de pension. Hein. On est à la retraite, on est avec des générations qui ont connu des carrières souvent complètes, assez linéaires, et qui ont globalement des pensions qui leur permettent de faire des projets. Alors, ce que je dis, c'est vraiment général et global. On va toujours trouver des exemples qui vont à contresens, mais on fait des études générales et puis ensuite on regarde comment les choses s'enchaînent et se passent. Et par rapport aux générations antérieures, les générations qui sont aujourd'hui à la retraite font de la catégorie des retraités une catégorie qui développe des projets. Et donc, c'est ce qu'on regarde. Donc, la retraite aujourd'hui, ce n'est plus une période de quelques années de bonne santé, mais c'est une période de vie qui est significative et parfois 2-3 décennies à construire, à bâtir, à organiser. Donc, ce qui explique dans la courbe que vous a montré Jim tout à l'heure, au moins sur la courbe des désirs de mobilité, hein, vous avez autour de 60 ans un pic assez important et peut-être c'est le moment de mettre en œuvre des projets. Alors, s'il me reste encore une minute pour l'introduction. Oui, une minute. Entendu. Donc, c'est pour dire que ces thématiques au niveau de la recherche sont des thématiques assez récentes, l'articulation entre vieillissement, mobilité résidentielle. Auparavant, on pouvait bien sûr s'intéresser à la mobilité résidentielle, mais c'était moins en rapport, moins en lien avec la retraite pour les raisons que j'ai évoquées.
Et puis dire aujourd'hui, c'est un contexte où les politiques publiques prônent effectivement le maintien à domicile, comme ça Jim l'a souligné. On a récemment, à mon avis un peu trop récemment, c'est encore un peu timide, mais pensé au développement ce qu'on appelle les habitats intermédiaires, c'est-à-dire proposer une alternative entre le maintien à domicile, pour certains qui est le choix dominant, bien sûr, mais parce que peut-être l'hypothèse qui doit être faite, c'est qu'il n'y a pas encore une offre suffisamment diversifiée d'autres solutions de logement qui sont à la fois rassurantes, sécurisantes, parce que bien souvent, ce maintien à domicile se fait pour les personnes âgées un peu en solo, hein, et on parle de plus en plus d'isolement social. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses à imaginer comme type de vieillissement, que d'un côté, ce repoussoir qui est encore vécu et pensé comme ça, comme l'EHPAD, l'institution médicalisée, et puis un maintien à domicile dans des conditions qui sont parfois quand même au quotidien un peu difficiles à vivre. Voilà, je développerai par la suite d'autres thèmes. Merci pour cette première question. Merci beaucoup, Rémi. Je me retourne à nouveau vers vous, Jim, plus spécifiquement sur cette période de passage à la retraite et donc le fait que les personnes passent beaucoup plus de temps chez elles et qui peuvent entraîner une mise à l'épreuve des espaces du logement et du temps disponible. Quels sont les projets que les retraités souhaitent mettre en œuvre et quelles sont les motivations qui soutiennent ces projets? D'accord, merci Claire. Est-ce qu'on peut montrer le troisième diapo Voilà, donc encore une fois, je vais parler des projets qui commencent à formuler autour du passage à la retraite. Donc, il y a une chose qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que 3/4 des personnes de 60 ans et plus sont propriétaires de leur logement, avec 1/4 qui sont locataires. Donc, majoritairement propriétaires. Mais dans le stock de logement de ces propriétaires, on trouve de tout. C'est la diversité dont parlait Angélique tout à l'heure, y compris des propriétaires qui sont dans les logements mal adaptés, voire très mal adaptés pour bien vieillir. Donc la question des projets de mobilité, c'est pas tout à fait toujours les mêmes pour les propriétaires, entre les propriétaires et les locataires. Parlons-en juste brièvement des propriétaires qui ne souhaitent pas déménager. Donc, de plus en plus, qu'on a observé par rapport à nos études sociologiques dont Rémi a parlé, c'est que ceux qui restent ont un vrai besoin aussi, je parle notamment de propriétaires, mais d'une certaine mesure pour les locataires aussi, de réaménager leur logement et surtout pour avoir une bonne qualité de vie. Le confort prime. Ce n'est pas forcément à ce moment qu'on va penser concrètement à une perte d'autonomie ou l'avancée en âge, sauf dans quelques situations où les retraités ont bien conscience des difficultés que leurs parents ont eues dans leur logement au grand âge. Alors, je reviendrai à la suite par rapport à cela. Donc, il y a dans un premier temps cette question de est-ce qu'on souhaite déménager ou est-ce qu'on souhaite réaménager dans le logement actuel. Donc, puisqu'on parle aujourd'hui de ceux qui souhaitent partir et qui déménagent, il y a 4 facteurs de prendre en compte par rapport aux décisions liées à cette mobilité résidentielle. Donc, dans un premier temps, c'est un facteur économique. Encore une fois, je parle pour les propriétaires, mais pas seulement parce que les locataires sont parfois
dans des régions où avec des locations qui coûtent très cher, et donc ils souhaitent déménager dans un appartement qui est plus petit avec moins de charges. Mais pour les propriétaires, les facteurs économiques sont aussi très importants, non seulement par rapport à la valeur de leurs biens et la valeur du bien qu'ils souhaitent ou qu'ils vont acheter, mais aussi en termes de patrimoine et puis de transmission éventuelle aux enfants et aux descendants. Donc, ces facteurs économiques sont très importants. Il y a aussi des facteurs familiaux. J'ai mentionné les caractéristiques familiales des baby-boomers au moment de la retraite. Mais si on va déménager, il faut prendre en compte les distances entre les proches, surtout entre les enfants. Et puis, ça peut être aussi un déménagement qui s'approche les nouveaux retraités de ces enfants, ou bien qui s'éloignent, mais dans tous les cas, il faut jongler avec la distance des proches pour trouver une solution qui convient aux deux membres du couple. Alors, il y a aussi les questions de santé, même si les jeunes retraités sont pour la plupart en bonne santé, mais s'il y a des difficultés de santé, ça pourrait être un facteur clé dans la décision de changer de logement, d'avoir une maison plein pied, d'avoir un logement qui est plus adapté à des difficultés de santé actuelles qu'un membre de couple a actuellement. Et puis, le cadre de vie, donc ça, c'est très important. Parfois, on souhaite s'éloigner d'une grande ville, d'avoir plus d'air, plus de verdure, moins de pollution. Quand on regarde encore les taux de déplacement, de déménagement, on voit qu'il y a une mobilité vers les régions de l'Ouest et surtout dans les régions de l'Ouest pour les jeunes retraités, mais aussi bien sûr dans le Sud. Donc, le cadre de vie est vraiment primordial quand on va concevoir les projets de déménagement. Donc, pour la liste plus précise des facteurs, on utilise le terme downsizing, le terme anglais qu'on observe fréquemment, c'est-à-dire que les enfants ne sont plus là, la maison est trop grande, on va déménager dans une maison qui est plus petite, et comme ça aussi, on va libérer un peu du patrimoine de biens immobiliers qu'on peut soit utiliser pour améliorer le nouveau bien, ou bien d'alimenter un peu les pensions de retraite, ou bien de garder pour plus tard en cas de perte d'autonomie. On prend en compte aussi ce qu'on dit l'équipement de lieu, c'est-à-dire la proximité des commerces. Est-ce qu'il y a des médecins généralistes dans la région? Souvent, on a trouvé dans nos recherches
désirs un peu genrés, avec les hommes qui préfèrent aller dans la campagne et qui ne prennent pas compte de l'importance des services, tandis que les femmes souhaitent assurer qu'elles auront accès à tous les services de proximité. Et donc aussi, il y a l'ambiance du lieu. Ça rejoint un peu ce qu'on va dire sur les habitats participatifs plus tard, mais on souhaite habiter dans un lieu où il y a accès à la culture, où il y a une ambiance aussi parfois intergénérationnelle du village, du lieu, etc. Donc ça, c'est important. La distanciation, j'en ai parlé par rapport aux enfants, par rapport aussi aux parents fragiles. Et oui, voilà, la mode de vie, j'en ai aussi parlé. Donc voilà un peu très rapidement comment concevoir ou comment à concevoir les projets de mobilité résidentielle autour de la retraite. Merci beaucoup. Justement, vous parliez des habitats participatifs. Qu'est-ce que les retraités entendent par l'emploi du terme participatif au sens fort du terme? Que signifie pour eux la solidarité dans le vieillissement et surtout en lien avec l'habitat? D'accord, pour cela, j'aurais besoin aussi du diapo suivant. Merci. Oui, voilà, donc on m'a demandé de parler de quelques minutes sur l'habitat participatif. Donc, c'est le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, ça arrive. Voilà. Voilà. Donc, j'ai appuyé sur les travaux d'une chercheuse à l'Université d'Orléans, Anne Laby, qui est spécialiste dans le sujet d'habitat participatif. Et je vous conseille de consulter un rapport qu'elle a fait en 2017 pour la Fondation de France qui voulait savoir de quoi il s'agit. Donc, vous voyez qu'elle définit l'habitat participatif comme un habitat conçu et géré au moins en partie par ses habitants eux-mêmes et qu'il comporte des logements indépendants et des espaces communs. Donc, c'est assez spécifique. Ça rejoint d'autres formes d'habitat intermédiaire dans la mesure où ça pourrait être une solution entre le domicile classique et plus tard dans le parcours de vieillissement, la perte d'autonomie et l'entrée dans un EHPAD ou d'autres institutions ou établissements qui sont dédiés à une perte d'autonomie. Donc, il y a une tendance, notamment Anne Laby a fait ses recherches non seulement en France, mais dans les autres pays de l'Europe où on trouve aux Pays-Bas, puis au Danemark, par exemple, plus de seniors qui s'intéressent à cette mode de vie. Alors, pourquoi vivre dans ce type d'habitat? Donc déjà, il y a le sentiment de bien vieillir chez soi, ça c'est évident. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il
c'est souvent les gens qui sont attirés par une forte préoccupation de rester un citoyen actif. Donc, il y a des sentiments de solidarité, que ça soit entre les seniors, parce que les habitats participatifs, ça pourrait être soit entre les seniors ou soit dans un contexte intergénérationnel. Et c'est aussi les personnes qui souhaitent éviter l'isolement, bien sûr, et qui souhaitent aussi maintenir un bon niveau d'autonomie, mais avec de la sécurité dans la mesure où on est entouré des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Alors, du coup, Anne Labie, dans ses recherches, en fait, c'est très difficile de chiffrer le nombre d'habitats participatifs en France. Il y en a plusieurs qui se forment entre les gens sans qu'on sache que ça existe vraiment. Il y a les promoteurs aussi qui basent un peu dessous sur le concept. Donc, de ressembler tous ces chiffres s'avère très difficile. Anne Labie a recensé une quarantaine en France dans ses travaux qui sont vraiment aboutis, mais elle a aussi recensé plusieurs qui sont en train d'être construits. Et donc, ça, il faut mentionner finalement ce qu'il faut prendre en compte et surtout, ça pourrait être intéressant pour les participants d'aujourd'hui parce que c'est souvent assez compliqué de monter un projet d'habitat participatif parce qu'il y a le concept du projet social. Il faut que les gens se mettent ensemble, se mettent d'accord sur l'objet de leur souhait de partager de partager un peu leur vie, même si, comme je disais, ils souhaitent rester en autonomie. Donc, il y a la conception de projet et puis il faut assurer avec l'avance en âge qu'on maintient les valeurs de base. Donc, il y a le programme architectural qui nécessite parfois, peut-être toujours, un avis des experts sur la conception du logement. Et surtout, il y a le montage économique et juridique. Et donc, toutes ces considérations, on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs acteurs qui pourraient accompagner un projet d'habitat social dans les territoires, que ça soit les CAS ou que ça soit par d'autres initiatives qui sont en place là où les retraités souhaitent monter leur projet. Donc, je m'arrête là et puis merci. Ce topo assez rapide des habitats participatifs. Merci beaucoup, Jim. Effectivement, vous avez donné des éléments très intéressants pour les participants et pour mieux comprendre les parcours résidentiels dans l'avancée en âge. Angélique? Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'était très intéressant. On pourra revenir dans les questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions pour qu'on continue à approfondir ces différents sujets à la fin de ces deux interventions. On va passer avant ça à l'intervention de Rémi Gallou. Pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit et approfondir un peu la réflexion, donc vous évoquez en fait dans l'article que vous avez rédigé une corrélation entre les parcours de vie, donc parcours de vie qui sont à la fois liés au contexte socio-culturel. Aucun doute d'ailleurs que la drôle de période qu'on vit actuellement aura une incidence sur les modes d'habiter des uns et des autres.
mais aussi à la trajectoire de vie individuelle finalement de chacun et les modes d'habiter. Je me demandais si cette corrélation entre les parcours de vie et les modes d'habiter avait finalement une incidence particulière sur la capacité à anticiper le changement d'habitat. Autrement dit, est-ce que certains profils de retraités auraient plus de facilité à anticiper et donc à choisir leur mobilité résidentielle à la retraite, alors que d'autres auraient plus tendance à la subir, subir avec tous les guillemets que ça nécessite. Et sur le sujet d'ailleurs, je vous renvoie au très très bon article de Fabrice Uxil en fin d'ouvrage. Est-ce un devoir moral d'anticiper votre vieillissement? Je trouve que c'est une question intéressante. Mais en tout cas, est-ce que sur cette question de l'anticipation, on s'aperçoit qu'il y a certains profils de retraités qui ont plus de facilité sur le sujet ou pas? Oui, alors, merci. C'est une question assez importante et puis qui revient régulièrement tout au long des recherches. En tout cas, lors de la diffusion de nos recherches, on nous renvoie souvent à cette question. Et je crois même que vous avez, enfin en tout cas le réseau Leroy Merlin Source s'est aussi intéressé à cette question avec une expérimentation pour savoir ce qui pouvait être déclencheur ou pas de mécanismes d'anticipation. Et c'est très difficile d'y répondre. Je voulais juste, dans la première partie de votre question, revenir sur déjà un point qui est important, comme moi j'insistais sur les logiques en fait, donc le déroulé du parcours de vie et dire qu'en fait, effectivement, il y a quand même un sens aux trajectoires et aux carrières résidentielles des individus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on essaye de mettre en adéquation les attentes et les expériences de vie avec le lieu là où on vit en fait. Donc, et ça, c'est une espèce d'adéquation perpétuelle qui est faite de compromis, qui est faite d'objectifs et de compromis parfois entre l'individualité et le couple. Jim en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire, il y a ce qu'on souhaite pour soi, et puis au moment de la retraite, c'est sans doute un petit peu plus fort encore, il y a qu'est-ce qu'on attend de ce moment-là et comment on va, quand on vit en couple, comment on va le négocier au sein du couple. Et ça aussi, ce sont des choses parfois dans cette adéquation, dans cet équilibre à mener entre ce qu'on souhaite vivre et ce qu'on peut vivre, le champ du possible et puis les souhaits, et puis donc l'anticipation. Hein, parfois, au sein du couple, un des deux souhaite aller vers voilà, un projet qui fait que on pourra, même en cas de difficulté, continuer de vivre ici. Donc, il y a quand même eu des travaux un peu dessus qui permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc, oui, on peut mettre cette diapo, parce que moi aussi, j'avais pris une petite diapo, mais bon, il y a des choses on va passer vite, elles ont été déjà présentées par Jim, c'est redondant. Je cite même Jim et Catherine Bonvalet, qui j'ai écrit l'article dans l'ouvrage que vous présentez aujourd'hui. Donc, il y a quand même des choses qui font contexte et qui expliquent un peu des situations et la diversité. Ça, c'est très important, la diversité des parcours. Donc, on a déjà parlé du vieillissement de la population et des baby-boomers. J'ai déjà abordé les questions de logique et ça, je vais juste les développer un peu. Mais c'est vrai qu'on constate aussi l'augmentation des ruptures et de la mobilité, les ruptures d'union qui peuvent être tardives aujourd'hui, qui se déroulent après la retraite, de même que des remises en couple tardives et qui se déroulent aussi après la retraite. Donc ça, c'est des choses qu'on n'anticipe pas toujours, qui sont difficiles. Ce sont les événements de la vie, les événements biographiques qu'on a tous à vivre et auxquels on s'adapte. Et l'adéquation entre le logement et ces événements biographiques, c'est les grandes questions, justement. Et encore une fois, il n'y a pas d'attitude normative, c'est-à-dire que la diversité des parcours aussi est le résultat, le reflet de ce différentiel de chaque expérience de vie qui fait que les uns et les autres, on a tous des projets, des attentes, des objectifs différents que l'on souhaite suivre. Alors, ils sont différents selon qu'on est un homme ou une femme. Jim disait qu'au moment de la retraite, les femmes étaient plus
enclines à rester en ville, les hommes plus à la campagne, les hommes plus pour un habitat individuel. On connaît la propension des hommes à bricoler, à avoir un jardin, un garage, des outils, s'occuper. Pour les femmes, il y a les questions aussi de pièces. Hein. L'homme revendique une pièce à la maison pour réaliser ça. Les femmes, ça va être, c'est plus diffus. C'est un coin dans une pièce. C'est pas la même chose. Mais les choses changent quand même en ce moment. Et on voit, alors je regarde ma diapo en même temps, je vois qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, mais qui sont, que vous aurez par ailleurs et puis que Jim a déjà abordé sur la proportion de propriétaires. Et puis les parcours, voilà, les parcours. Sur la diapo suivante, c'est des constats intéressants quand même sur la mobilité pendant la retraite qui dépend effectivement des ressources accumulées au cours de la vie, les ressources qui sont financières, mais qui peuvent être aussi résidentielles, spatiales et familiales. On peut, avec la proximité d'un proche, considérer que la ressource principale, hein, la recherche, l'objectif principal, est justement ces questions de proximité. Je vais les aborder dans un instant. Et enfin, donc, souligner que dans le constat global, le déménagement peut se situer dans une continuité ou constituer une rupture plus ou moins forte selon le type d'événement ou de contexte. Bien sûr, on pense par exemple au veuvage ou la survenue d'une maladie ou d'un handicap qui fait qu'on ne peut plus se maintenir par exemple dans le même lieu et que le déménagement à ce moment-là, en intervenant, peut permettre d'adapter hein, sa situation de vie à la situation résidentielle à la situation de vie. Alors, ce que je voulais aussi mentionner, c'était en fait, ce qui est assez communément admis, c'est qu'il y avait quand même classiquement, on va dire, deux types de comportements au cours de la retraite, mais qui sont deux moments. On va parler de la retraite, mais c'est un moment qui quand même est assez hétérogène et qui peut renvoyer à des populations qui n'ont quasiment rien à voir entre elles, puisqu'en fait, à la retraite, on peut aussi trouver deux générations différentes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des jeunes retraités qui viennent donc d'entrer dans cette catégorie, qui ont eux-mêmes encore des parents en vie, qui sont également retraités, mais ils partagent en fait dans le terme de retraité, ils ne partagent que le mot, alors que leur situation de vie, leur mode de vie, leurs attentes sont absolument différentes, n'ont rien à voir, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a scindé en deux classiquement les types de comportements résidentiels qui sont liés à la retraite et on a mis d'un côté les comportements résidentiels des jeunes retraités qui déménagent, qui vont s'installer. Alors, Jim en a parlé un peu tout à l'heure, là, c'est la recherche d'une meilleure qualité de vie. C'est le retour dans une région ou un pays d'origine un peu différent et qu'on souhaite retrouver en fait au moment de la retraite. C'est un projet en fait. Et puis le moment de la retraite de personnes plus âgées qui sont en prise avec les difficultés qui peuvent survenir au moment du vieillissement. Et là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la logique davantage de proximité, retrouver alors soit des lieux, des ressources ou des personnes pour pouvoir faciliter les choses et le quotidien de vie. En affinant un peu après de ces deux temps de la retraite, il y a Laurent Novick et Alain Talino qui ont déterminé trois logiques individuelles, des logiques qui sont plus simplement attachées aux âges et à ces deux moments de la retraite, mais aux situations de vie. Et donc, ça combine un petit peu la position dans le parcours résidentiel et la logique résidentielle permet de dire qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là, quel est notre projet. Donc, il y a la logique, eux, ils parlent de logique d'épanouissement. Donc, là aussi, on peut la situer plutôt en début de retraite. Et c'est, par exemple, si on a toujours voulu une maison et qu'on a la capacité financière de réaliser, ça peut être accéder à une maison dans un lieu précis. Donc là, on voit qu'il y a tous ces mouvements de départ vers les littoraux, dans le sud ou dans l'ouest de la France, et on met en œuvre un projet pour la qualité de vie, pour le lieu, pour le soleil, etc. Il y a une autre logique qu'on peut suivre et qu'on peut repérer, qui est la logique plutôt de rapprochement. Alors là, c'est souvent se rapprocher de familles pour aller être en proximité, vivre un autre moment dans son étape de vie, se rapprocher des petits-enfants, se rapprocher de personnes qu'on n'a pas vues
qu'on ne voyait pas au quotidien au moment de sa vie active. Et ça peut être aussi se rapprocher d'un lieu. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les populations, sur la retraite des populations immigrées. Et donc, ça, on étudie ça là-bas et le ici. Donc, tout le moment de l'exil, en fait, qui a coupé un peu la personne de ses liens, en tout cas de ses racines. Et puis ensuite, la coexistence de deux lieux. Donc, on parle de birésidence, on parle de résidence alternée en essayant de maintenir des liens avec ces deux lieux qui représentent qui on est, en fait, l'identité présente et l'identité passée. Et ensuite, la troisième logique qui a été identifiée, c'est celle de la sécurisation. Alors là, elle est plus clairement identifiée au moment du vieillissement, c'est-à-dire de l'avancée en âge et la survenue ou de l'anticipation. C'est celle qui est la plus proche de l'anticipation des problèmes, soit qu'ils sont déjà existants ou soit qu'au moment par l'entourage ou au moment de la survenue de problèmes, par exemple du conjoint ou autre, là on souhaite se rapprocher de ressources, d'équipements, d'un centre-ville ou de personnes qui sont susceptibles d'aider au quotidien quand il y a des problèmes. Et là, on parle d'une mobilité vers un habitat typiquement plus adapté au vieillissement. Donc, c'est plus dans ce sens-là que les travaux ont abordé ces questions d'anticipation, mais il faut bien reconnaître qu'on bute quand même le plus souvent sur la difficulté d'anticiper et la difficulté, tant qu'on n'est pas dedans, on ne se sent pas concerné, soit parce qu'on est couvert par la génération précédente, donc quelqu'un qui a 65, 70 ans, si vous lui parlez d'anticiper pour lui-même, s'il y a des parents encore en vie, ils vont d'abord se projeter sur les parents, ils veulent anticiper pour leurs parents. Alors, et là, Jim a parlé un petit peu, je sais qu'il a travaillé aussi sur ces questions-là avec sa collègue Sylvie Renaud, et c'est vrai que ce sont des choses qui sont difficiles les gens ont une difficulté, nous avons collectivement une difficulté à nous imprégner de ces questions, de ces modèles à la fois du bien vieillir et puis de se prémunir, d'essayer d'éviter les difficultés en adaptant son logement, en étant raisonnable, etc. Donc là aussi, ça renvoie à toute une sorte de logique, des représentations, des choses qui font que le cerveau humain, quelque part, tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne peut pas vivre par procuration une situation de difficulté si on n'est pas nous-mêmes en difficulté. Donc, il y a des choses auxquelles on est confronté de cette façon-là. Voilà ce que j'ai... Ouais, merci. Ça fait écho vraiment à la question que j'avais en tête pour la suite. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe que les choix et cette anticipation, qu'elle existe ou pas, les choix vont se faire sur différents critères justificatifs, etc. Et vous évoquez quelquefois dans la mobilité résidentielle une forme de désillusion qui serait rencontrée par des retraités. Alors nous, c'est quelque chose qu'on observe en échangeant aussi avec nos villes, particulièrement par exemple les villes de l'Ouest ou du Sud, effectivement, où on a cette image de quand je serai à la retraite, j'irai au bord de la mer, etc., ou dans ma maison secondaire, ou même j'irai en ville me rapprocher des services et des transports. Je fais une petite parenthèse sur ce sujet parce que nous, on encourage d'ailleurs nos collectivités à s'intéresser aux mobilités résidentielles qui existent dans leur territoire pour pouvoir aussi mieux accompagner l'arrivée d'aînés dans leur territoire, parce qu'on imagine toujours, d'une part, sur les journées nouveaux habitants, que c'est des familles, des jeunes, on va parler des écoles, etc. Mais on n'anticipe peut-être pas assez la mise en place de stands particuliers pour les retraités, pour leur présenter ce qui se fait dans le territoire, etc. Et puis, quand on crée des politiques publiques pour les aînés, on considère toujours qu'ils sont d'ici et qu'ils ont toujours été là. Et on leur parle du coup d'une façon qui, quelquefois, peut être excluante pour ceux qui arrivent. Mais en tout cas, ma question, c'est finalement sur ces désillusions au cours de la mobilité résidentielle. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les raisons de ces désillusions? Est-ce que justement, ça peut être lié en partie à un manque d'accompagnement au changement, à la fois au choix du nouvel habitat ou du nouveau lieu ou de l'accueil qui est réservé à ces nouveaux habitants? Ou est-ce que c'est lié plutôt finalement au type d'habitat existant? Est-ce que l'offre est insuffisante ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui entrent en compte? Est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus?
Alors, c'est une question là aussi assez large et je pense qu'à la fois, on peut tous avoir une petite idée de ce qui se passe, mais encore une fois, j'aurais tendance, nous, à travers nos études récentes, moi, à me raccrocher aux exemples que j'ai. C'est quand on porte… euh, les désillusions peuvent être successives, c'est-à-dire qu'une désillusion peut entraîner un déménagement en espérant qu'on va résoudre tout ou partie des problèmes. Et puis, je vais vous donner un exemple. Et puis ensuite, donc être déçu ou se retrouver face à une réalité qui fait que seule une partie du problème euh, ou de notre insatisfaction est résolue. Et puis qu'avec le temps aussi, il y a des évolutions qui sont en cours et qui font que les attentes à 5 à 10 ans de temps d'intervalle évoluent aussi. Donc, on peut être amené la mobilité ne résout pas tous les problèmes, mais les attentes elles-mêmes aussi évoluent en fonction des parcours. Donc, nous, là, j'ai un cas qui me revient à l'esprit. C'est une femme donc veuve qui avait un peu des difficultés de santé, qui vivait en Dordogne dans une grande et belle maison qui représentait la maison du couple, les belles années, les enfants y avaient grandi, etc. Et puis, les enfants ensuite se sont éparpillés un peu sur le territoire. Donc, cette femme vivait en Dordogne, elle avait un fils à Bordeaux, une fille en Touraine et une troisième fille qui était plutôt dans l'est de la France. Et donc, les enfants se préoccupaient de leur mère, ils l'ont un petit peu encouragé à déménager, à se rapprocher de l'un d'entre eux, d'un de ses enfants. Et elle a choisi une de ses filles qui avait des petits-enfants et elle se disait que ce serait mieux. Et en fait, nous, on est arrivé au moment de l'interrogation, au moment où elle venait de déménager, donc, puisque notre étude portait sur les emménagés récents, sur les personnes qui venaient de déménager, de façon à pouvoir les interroger sur les choix qui étaient encore frais, en fait, sur les choix qui avaient été faits, et puis sur justement à la fois l'installation, l'adaptation, l'installation du logement, la décoration, l'ameublement, et puis aussi les projets d'avenir. Et elle était en plein doute, puisque depuis les mois qui avaient suivi son installation, eh bien, l'accueil et la proximité de sa fille n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'elle avait espéré, c'est-à-dire elle avait l'impression de gêner sa fille, que sa fille était hyper occupée, hyper débordée en fait, et n'avait pas de temps pour elle, et lui renvoyait même quelques réflexions un peu désagréables sur le fait que bon, elle n'était pas là pour s'occuper de toutes ses affaires, etc. Les enfants étaient aussi sans doute trop jeunes pour pouvoir consacrer par eux-mêmes du temps, donc elle était en désillusion et pensait, lors de l'entretien, pensait de nouveau déménager. Donc, une femme de 75 ans qui avait déménagé une première fois, après être restée ancrée très longtemps dans un grand logement. Elle avait accepté de quitter ce pavillon, son jardin adoré, etc., pour un petit appartement en Touraine. Et là, projetait de déménager de nouveau à Bordeaux pour rejoindre son fils, en espérant là aussi qu'il aurait un peu plus de temps à lui consacrer. Donc voilà, ça c'est le type, c'est un parcours type qui peut s'accompagner de désillusions. Par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que là, il n'y a pas non plus le lien social peut-être suffisant sur place nécessaire au fait qu'elle puisse compenser un manque de relations filiales par des relations sociales, d'entourage, des activités, des réunions entre amis, etc. Donc, peut-être qu'en revenant aussi en région Aquitaine, ça lui permet, puisque la Dordogne n'était pas si éloignée, ça lui permettait de résoudre un peu plus un équilibre entre lien familial et lien social plus global. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, pour remettre un petit peu les choses en perspective et prendre un petit peu de hauteur, en fait, la relation, c'est assez… il y a une nécessité à mettre en relation les attentes, les projets des personnes avec leur situation de vie. Donc, là, je viens d'évoquer les questions de proximité en termes d'entourage, de liens familiaux, mais aussi on peut avoir des attentes très fortes en question d'équipement, d'aménité, de qualité de vie. Et finalement, réussir sa mobilité, en être satisfait, c'est vraiment une affaire très personnelle. Donc, pour les uns, ça va être vieillir dans un lieu évocateur, et puis ça va prendre le pas sur les personnes et les relations sociales qu'on peut y trouver. Et pour d'autres,
ça va être d'être entouré avant tout de ses proches et donc quel que soit aussi le lieu ou la construction des liens qu'on peut, la reconstruction des liens qu'on peut y faire. On verra tout à l'heure si on a un petit peu de temps dans les différents verbatims que j'ai sélectionnés. Ça, c'est une question très importante. Reconstruire les liens, il y a beaucoup qui n'imaginent pas possible, pour eux en tout cas, passer un certain âge, de devoir refaire sa vie, reconstruire des liens, reconstruire tout un environnement, puisque l'environnement, l'habitat, ce n'est pas simplement le logement, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Quand on sort de chez soi, eh bien, vers qui on se tourne, quels sont les contacts qu'on a, quels sont les repères qu'on peut avoir. Et pour beaucoup, c'est ça aussi, les désillusions, c'est le décalage entre ce qu'on imaginait et puis la réalité du quotidien, quoi, donc, la mise en œuvre d'un projet peut aussi s'accompagner, in fine, d'une difficulté à résoudre toute l'équation, en fait, hein, tout l'équilibre que j'évoquais là. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais ça reste une question de recherche. Cette désillusion, elle est tellement… Oui, mais on entend bien l'écart finalement entre l'idéal, les représentations et puis finalement la réalité qui se présente, qu'elle soit liée effectivement enfin, qui dépendent grandement en tout cas des raisons pour lesquelles on a eu cette mobilité résidentielle qui peut Bien être sûr. effectivement soit la proximité des proches, soit le mode d'habiter qu'on a choisi. Alors juste ceux qui prennent le moins, on pourrait dire ceux qui prennent le moins de risques sont ceux qui ont pu, et il y en a beaucoup en France, hein, qui ont une résidence secondaire par exemple, et qui ont déjà sur place les liens, les contacts, qui connaissent la maison, qui connaissent le milieu. Mais même pour cela, se projeter, il y a le avant et il y a le après. C'est pas du tout la même chose d'avoir une maison de campagne et de se dire bon bah de toute façon je rentre après, j'ai mon travail, etc. Les liens. C'est aussi l'effet vacances, si vous voulez, c'est l'effet nouveauté. Donc, on apprécie d'autant plus les vacances que le reste du temps, on n'est pas en vacances. Et on apprécie d'autant plus ces lieux qui sont loin qu'auparavant, on ne peut pas y passer tout le temps qu'on aimerait, qu'on souhaiterait. Donc, la désillusion peut même exister pour ceux, parfois, qui n'y sont pas, qui n'y vivent pas tout le temps. Et ce n'est pas la même chose de voir quelqu'un durablement, d'avoir des voisins durables et d'avoir des voisins de passage. Ça, je pense que chacun l'a déjà expérimenté. Merci. Dernière petite question rapide pour qu'on se laisse un petit peu de temps sur les questions-réponses. Je vous invite d'ailleurs, si vous en avez, à les poser sur l'onglet questions-réponses. Une question sur les inégalités peut-être. On sait qu'elles se maintiennent à la retraite, voire s'accentuent. Vous pointez d'ailleurs ce sujet dans votre article. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur l'impact que peuvent avoir les inégalités sur les questions liées à l'habitat ? Oui, alors c'est vrai que dans l'article, j'en parle, nous en parlons. Les inégalités, bien sûr, elles existent, elles traversent la société, donc elles se retrouvent en termes d'habitat, de logement, de mobilité résidentielle. On n'est pas tous, ce que j'ai dit en introduction sur la capacité qu'on a tous de choisir, y compris quand l'univers des possibles, le champ des possibles est restreint. Je ne veux pas pour autant diminuer l'importance de cet univers des possibles. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des choix beaucoup plus larges, vastes, possibles en termes déjà par les capacités financières ou par d'autres types de ressources. Après, ce qu'on peut nuancer aussi, c'est de dire qu'il y a au moment de la retraite n'est pas qu'un moment où les inégalités se creusent, ou s'amplifient ou serait complètement jouerait dans le sens de l'aggravation en fait, des situations. Il peut aussi se trouver au moment de la retraite, pour certains, qu'il y ait une compensation, c'est-à-dire que là aussi, quand je parlais de l'entourage et des personnes comme d'une ressource possible, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire partie, être d'origine populaire, faire partie donc des couches populaires de la société, d'avoir une petite pension, mais d'être très bien entouré ou d'avoir en tout cas une ressource à travers, par exemple, les enfants et puis le temps qu'ils peuvent consacrer, les aides qu'ils sont prêts à apporter sous toute forme d'aide pratique concrète, une proximité. On peut très bien trouver là des ressources et donc une vie avec l'avancée en âge
une vie tout à fait satisfaisante, alors que d'autres, bien mieux lotis sur le plan socio-économique, pourraient, soit parce qu'ils ont moins d'enfants ou pas d'enfants, ou soit des enfants qui vivraient loin, ou parce que dans cette famille-là, on a adopté des normes un petit peu plus d'individualisation, hein, ce qui a été étudié en sociologie de la famille, c'est-à-dire où l'épanouissement de chacun des membres de la famille va primer sur le lien familial, un lien qui serait un lien quotidien, une proximité de tous les instants. Et donc, avec l'avance en âge, dans cette configuration-là, on serait un petit peu perdant en lien social et familial. Donc, sur ce plan-là, si c'est un objectif, et c'est vrai qu'en vieillissant, on peut vraiment trouver du réconfort ou de la sécurité en ayant la possibilité au quotidien d'être à proximité des siens, eh bien, effectivement, les inégalités peuvent, selon les cas, se réduire dans ces cas-là. Alors après, en question de mobilité, sur les inégalités, c'est vrai que c'est, bon, comme toute expérience de vieillissement, il y a forcément des normes et des standards qui sont communément quand même admis. Donc, être en bonne santé, le bien vieillir, on en a parlé à plusieurs reprises. Pouvoir maintenir un niveau de vie qui va permettre d'accéder à des loisirs, de pouvoir accéder facilement, on sait aussi que les soins, la santé sont des indicateurs, il y a des indicateurs qui sont très corrélés à la situation socio-économique des ménages. Donc ensuite, se dire satisfait, voilà, ça dépend de quel indicateur est-ce qu'on regarde. Si on regarde les personnes qui sont satisfaites de leur situation de vieillissement, de leur situation d'habitat ou de logement, ou celles qui ne le sont pas. Donc, sur ces questions d'inégalité, c'est vrai qu'on est avec on a là des questions qui vont vraiment cliver qui vont vraiment être clivantes pour la société. Et cette mobilité résidentielle qu'on peut souhaiter voir fluidifier finalement, parce que c'est quand même une grosse affaire. Nous, ce qu'on a étudié, ce que nous disent les gens, c'est que déménager, c'est quelque chose. Et que parfois, c'est difficile. Parfois, la mobilité résidentielle pourrait réduire les inégalités, en tout cas pourrait permettre à certains de vivre de façon plus douce, en fait, et adoucir, oui, aussi leurs difficultés. Et il y a comme une spirale, en fait, des personnes, quand on regarde les trajectoires de vie, eh ben, c'est des trajectoires de vie et des carrières résidentielles qui sont faites un peu de difficultés, de petits logements, d'insalubrité, parfois même le logement social est un objectif à atteindre qui est difficile à atteindre, même quand on est dans des situations de difficultés. Et parfois, ça ne s'arrange pas en vieillissant. Il n'y a pas de solution proposée. On sait qu'au niveau du parc social de logement, il y a aussi des progrès à faire de la part des bailleurs pour, par exemple, permettre l'échange d'appartements, pour permettre aussi l'entrée d'une population âgée au sein de ce parc de logement. Et donc, là, il y a des solutions, il y a des situations d'inégalité qui pourraient trouver peut-être de nouvelles solutions. Alors, j'interpelle pas, je ne veux pas interpeller forcément ça, mais dans notre, sans faire de préconisation, c'est vrai que dans nos recherches, on a toujours un petit regard sur, on comprend que ces préoccupations sont nouvelles et que c'est des questions qui sont en changement, en mutation. Mais on espère que nos résultats, nos constats peuvent être saisis par des opérateurs, des acteurs professionnels et qui pourraient aussi peut-être être un peu moins timides sur certaines actions et intensifier, proposer, diversifier surtout l'offre de logement et puis les services qui sont associés. Je suis un peu long. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup pour ces interventions passionnantes. Alors, on va décoller un petit peu avec les questions qui sont posées sur le chat. On a en particulier une question qui porte sur l'habitat participatif. Et alors, la question est assez technique de comment est-ce que ça se monte, comment est-ce qu'on maintient la dynamique de ce type d'habitat, etc. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez des éléments plus précis à apporter sur l'habitat participatif. Moi, j'ai tendance à vous dire de ne pas hésiter à vous tourner vers le collectif de Chamarel qui a mis en place un
un habitat participatif qui fonctionne bien et ils ont vraiment porté le projet du début à la fin, donc sur le côté technique, économique, partenarial du sujet. Ils sauront peut-être vous éclairer. Je ne sais pas, Jim ou Rémi, si vous avez des compléments sur ce sujet de l'habitat participatif à apporter. Oui et non. Oui, parce que je peux simplement redire ce que Anne Nabi, encore une fois, qui a vraiment travaillé sur ce sujet, et puis il y a 4 ans, disait qu'on manque vraiment de l'accompagnement professionnel de ces projets de l'habitat participatif, mais il y a vraisemblablement dans le montage d'un problème la possibilité pour les collectivités, pour les bailleurs, pour les associations de travailler avec les personnes qui souhaitent monter un projet. Elle donne quelques exemples de Habicoop, Les Habiles et Al-Haj. Ce sont des initiatives de habitat participatif qui pourraient être intéressantes pour ceux qui s'intéressent à un accompagnement professionnel. Super, merci. On nous précise aussi dans le chat que les rencontres nationales de l'habitat participatif devraient avoir lieu à Lyon du 8 au 11 juillet pour les plus intéressés. Claire, je te laisse prendre la suite. Oui, moi j'avais une question par rapport à une recherche qu'on a menée, donc, dont j'ai parlé au début avec G2R La Mondiale et qui s'intitule J'y suis, j'y reste. Les enseignements de cette recherche liée aux motivations des personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible, elles sont de nature. Il y a d'un côté la liberté et la possibilité de continuer à prendre des risques, c'est-à-dire de vivre chez soi comme on l'a toujours fait, et d'un autre côté lié au bien-être et au confort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact de ces motivations sur le lien entre l'individu âgé et son logement? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer ou... Jim, si tu veux commencer. De répondre rapidement, puis peut-être Véronique peut me compléter. D'abord, je pense que il faut, comme disait Rémi tout à l'heure, il faut regarder la mobilité résidentielle pendant le vieillissement dans le cadre de tout un parcours de vie. Et il s'avère que les Français ne sont pas aussi mobiles au cours de leur vie notamment professionnelle, que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et donc, si on n'a pas déménagé pendant la vie adulte, c'est en quelque sorte normal que ça va être une décision majeure et difficile à prendre en vieillissant. Après, je dirais que rester chez soi, ce n'est pas forcément la même chose que rester toujours dans le même logement. Donc, ce que nous, on avait constaté, c'est que quand les gens disent qu'ils veulent rester chez elles, c'est bien de garder l'autonomie, l'indépendance, mais ils sont réticents à penser à une mobilité résidentielle, souvent par manque d'informations et puis aussi bien par manque de l'offre. C'est juste tout récemment que la France commence à élargir l'offre de logement qui est entre le domicile classique et les établissements. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'offre, c'est encore une fois normal, entre guillemets, qu'en fait, la personne ne souhaite pas déménager. Et troisièmement, on avait constaté aussi dans nos recherches internationales qu'il y a des initiatives, il y a des associations notamment qui accompagnent
des personnes qui souhaitent déménager sur toutes les informations sur les questions du juridique, mais aussi sur les questions un peu psychologiques, des difficultés qu'on peut y avoir de changer un logement. Je parle notamment de Movadom ou Senior Trans en France. Je pense qu'il y a un vrai intérêt de ces associations, à la fois pour l'information, mais comme je disais tout à l'heure, pour accompagner dans le sens large toutes les démarches qui nécessitent un déménagement. Là, je parle plutôt quand on passe plutôt pour les retraités un peu plus âgés qui passent d'un logement ordinaire dans un foyer logement ou d'autres formes d'offres. Un accompagnement s'avère particulièrement utile dans ces cas-là. Ouais, pour compléter rapidement, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Je pense que effectivement, j'y suis, j'y reste. Ça montre. J'avais vu le super documentaire qui avait été fait, et ça montre bien à la fois la façon dont on est accroché à son logement, mais ça montre aussi que il y a très peu d'alternatives. Et la seule alternative qui est proposée, plus on vieillit, on sait bien, c'est ce repoussoir, en plus qui est quand même très décrié en ce moment pour la façon dont on y vieillit mal, où on a parlé de maltraitance, etc. Donc les EHPAD avec ce sont des lieux effectivement qu'on peut rejoindre en dernier recours quand toutes les solutions et toutes les alternatives ont été épuisées. Donc, il y a un défaut quand même de solutions, d'innovation proposées, alors qu'il y a des demandes qui, l'intérêt, alors là, je n'ai pas suivi le fil de la discussion, mais il y a quand même plusieurs questions sur l'habitat participatif. Alors, autogéré, cohabitation intergénérationnelle, tout ce qu'on appelle l'habitat intermédiaire. Moi, j'ai travaillé un peu sur les logements foyers, donc logements foyers qui apparaissent comme désuets aujourd'hui, dont on parle de façon plus récente sous la dénomination de résidence autonomie, mais qui proposent autre chose, qui sont peut-être plus inclusifs dans la ville, etc., avec d'autres termes, et qui proposent, quand on va interroger sur place les résidents, ils sont très contents d'être là, et beaucoup sont arrivés là parce qu'ils en avaient marre d'être seuls. Chez eux, certes, mais seuls. Et parfois, d'être seul, ça prend le pas sur autre chose, et on a besoin d'être chez soi, mais entouré quand même. Donc, il y a plein de solutions, plein d'initiatives qui existent aujourd'hui, souvent un peu trop à l'initiative de personnes très dynamiques, mobiles. Alors, on pense à la maison des Baba Yaga à Montreuil, avec, pour ceux qui la connaissaient, Thérèse Claire, qui était hyper dynamique. Mais s'il faut une Thérèse Claire à chaque fois pour monter une opération, c'est vrai que c'est épuisant et qu'il y a besoin d'aide et d'accompagnement de l'action publique, des politiques pour se saisir de cette thématique et aider les personnes à étoffer, diversifier l'offre de logement pour les personnes âgées, y compris adaptées au vieillissement, au handicap. Et là, il y a vraiment des efforts à faire. Merci beaucoup. Angélique, on va peut-être conclure cette session. Oui, je crois que si on veut être pile poil dans les délais, il est temps de conclure. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment extrêmement intéressant. On avait encore tout un tas de questions sous le coude pour continuer d'approfondir ces sujets. Mais merci pour les références que vous nous avez données et qu'on a transmises aux participants qui pourront aller chercher dans les documents, dans les parutions, dans les publications, d'autres informations. Et puis, n'hésitez pas également à nous contacter au réseau Villamy des Aînés. On pourra relayer si jamais il y a des questions plus spécifiques que vous souhaitez poser aux uns ou aux autres. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre présence ce matin. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt sur les prochaines sessions du webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.